Le navire transportant des missiles en provenance d'Iran intercepté par Tsahal est attendu samedi dans le port d'Eilat en Israël. On en reparle dans un instant. L'Europe a voté ce soir les premières sanctions de principe contre la Russie, notamment après que le Parlement de Crimée ait annoncé un référendum pour son rattachement à la Russie. Et puis l'un des fils Kadhafi rattrapé par la justice libyenne, Saadi Kadhafi, qui se trouvait au Niger, a été arrêté et extradé vers Tripoli ce soir. On va donc s'arrêter un long moment sur cette affaire de bateau transportant des missiles en provenance d'Iran qui était à destination de Gaza, vraisemblablement pour le djihad islamique, organisation soutenue par Téhéran. On va en parler avec nos deux experts maison. Michel Tobman, bonsoir, rédacteur en chef sur i24 News. Maurice Ifergan est là également, rédacteur en chef aussi sur i24 News. Et je vous propose de regarder tout de suite les toutes dernières images tournées par l'armée israélienne lors de cette opération d'un raisonnement, image impressionnante donc de l'armada mise en œuvre pour intercepter ce navire. Tout cela s'est fait sans heurts, hein, rappelons-le, puisque c'est un équipage qui était civil et qui a accepté sans aucun problème et sans aucune résistance l'arrivée à bord des commandos d'élite de la marine de Tsahal. Et vous voyez donc les premières opérations de découverte de ce chargement qui était bien camouflé, avec notamment des sacs de ciment, vous l'avez vu à l'écran. Alors, messieurs, d'abord, tout cela, c'est vrai, est très, on va dire, articulé depuis hier par des images qui sont livrées à foison par l'armée israélienne. Est-ce que vous avez l'impression que Tsahal ou que le gouvernement israélien en fait un peu trop là-dessus ? Quelle est la volonté finalement qui se cache derrière tout ça? C'est sûr qu'il y a beaucoup qui est montré, mais est-ce que ce n'est pas légitime finalement d'utiliser un événement ponctuel pour faire avancer certaines idées et certains combats? Peut-être que oui. La question dont on va débattre, c'est que l'exploitation de cette prise du navire, ce qu'on appelle le navire iranien, laisse des lacunes, laisse des questions auxquelles personne pour le moment n'a de réponse. Et là, c'est là la faiblesse de cette campagne de communication lancée par Benjamin Netanyahou. Mais encore une fois, il faut attendre peut-être samedi soir pour savoir à peu près où on en est. Bon, on a déjà pas mal d'éléments quand même, on a de quoi commencer la discussion. Michel Tobman, comment vous voyez, vous, justement ce flot d'images, d'animations qui ont été données dès hier par Tsahal alors que le bateau était encore dans les eaux internationales et pas encore en Israël? Écoutez, il y a 12 ans, je crois, il y a eu le Karin 1 qui est intervenu, c'est de la même chose, un bateau iranien transportant des armes. Alors c'était à l'époque pour l'autorité palestinienne. Et donc les Israéliens ont à l'époque aussi utilisé ce fait pour montrer à l'époque que l'autorité palestinienne, on était au début de la deuxième intifada, était prête à s'armer et à s'armer avec de l'armement lourd pour combattre les Israéliens. Bon, je dirais que de la part israélien, d'abord c'est normal et c'est de bonne guerre. Les Israéliens se défendent. Même s'il y a une utilisation dans la communication, ce qui est assez normal, le fait est là, même si les Iraniens le démentent, il y avait bien donc un bateau chargé d'armes à destination de la bande de Gaza et armé par des Iraniens. Le fait est incontestable. Alors les Iraniens aujourd'hui ont fait un communiqué disant que c'était de la propagande sioniste. Non, je crois qu'il ne faut pas confondre les deux niveaux. L'utilisation qui en est faite par Israël et le fait réel. Et ce fait réel est évidemment inquiétant. Il est inquiétant pour les Israéliens, car il montre que les Israéliens ne sont pas à l'abri d'offensives venant de leurs plus proches voisins, de la bande de Gaza. Il est peut-être aussi inquiétant, alors là, mais là c'est la question sur laquelle peut-être Maurice a plus d'éléments que moi. Il est peut-être inquiétant pour l'autorité palestinienne et surtout aussi peut-être pour le Hamas, parce que si nos informations sont exactes, ce n'étaient pas des armes à destination du Hamas, mais à destination du djihad islamique. Donc cela prouverait que dans la guerre interne qui se livre à Gaza entre les deux mouvements islamistes, le djihad islamique, qui est plus extrémiste que le Hamas, aurait le soutien donc de Téhéran. Et s'il avait été en possession de ces armes, peut-être ne les aurait-il pas utilisées immédiatement contre Israël, mais en tout cas, il aurait eu un élément de rapport de force pour peut-être prendre le dessus sur le Hamas. Je ne sais pas ce qu'en pense Maurice. Moi, je pense que justement, c'est là la faiblesse de cette campagne de communication, c'est qu'on s'est peut-être précipité à annoncer les choses. Je vous rappelle que le Karin A, on a appris le contenu de la cargaison lorsque le bateau était déjà dans le port d'Eilat, et on l'a appris oui. C'est toute la question, c'est de se dire, est-ce que c'est parce que Netanyahou était aux États-Unis qu'on a tout divulgué aussi vite? Maurice, est-ce que vous pensez que écoutez, je ne sais pas, mais en attendant, en Israël aujourd'hui, il y a un débat, c'est que
cette précipitation n'a-t-elle pas mis en danger l'armée israélienne qui est encore dans les eaux, des eaux internationales, en même temps, ils ont l'air bien protégés, hein, vu les images, mais qui doit circuler dans un secteur très dangereux, puisqu'il y a l'Érythrée, il y a le Soudan. Ce ne sont pas des pays favorables et amis d'Israël, et peut-être aussi traverser la péninsule du Sinaï, il peut y avoir des groupes terroristes qui auraient l'idée de tirer une roquette sur un des bateaux israéliens. Donc c'est encore dangereux. Le fait d'avoir divulgué l'opération avant même l'arrivée des bateaux à Eilat met peut-être effectivement en danger l'armée israélienne. Donc je ne sais pas si le timing était prévu d'avance. D'après l'état-major israélien, non, ça n'a pas été prévu. Il était question de le faire il y a 8 jours déjà, mais les conditions en mer n'étaient pas favorables et donc l'opération a été repoussée. Ils attendaient effectivement que le beau temps revienne. Alors il se trouve que ça s'est passé à 1500 km, ça aurait pu se passer un peu plus loin. Maintenant, encore une fois, l'utilisation qui en est faite par le Premier ministre est tout à fait légitime. Je veux dire, c'est raisonnable. Et effectivement, il ne faut pas du tout s'arrêter aux déclarations iraniennes selon lesquelles c'est un coup monté des sionistes pour lancer une campagne anti-iranienne juste au moment de l'EPAC. Je ne pense pas. Je pense que, effectivement, Benjamin Netanyahu a profité de l'occasion, mais ça n'a pas été monté de toutes pièces pour ça. Alors, pas monté de toutes pièces, mais est-ce que le timing vous semble avoir été accéléré, Michel Topman? Bon, ça je ne sais pas, mais en tout cas, si ça avait été une opération uniquement de communication, en tout cas si la communication avait été essentielle dans cette affaire, il aurait fallu que l'interception du bateau intervienne avant le discours de Netanyahou à l'AIPAC. Donc, il intervient après. Et puis alors, l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cet arraisonnement a été conçu pour peser sur les relations avec Obama? Il n'est pas intervenu avant la rencontre avec Obama, mais après. Et puis l'autre élément qui va à l'encontre de ça, c'est que de toute façon, Obama était au courant, puisque les Américains, et ça c'est peut-être l'élément qui n'est pas tellement mis en avant dans les médias, mais qui est peut-être un élément très important, l'armée américaine a participé à cette interception. Donc lorsque Obama et Netanyahou se sont rencontrés, Obama était très certainement dans la confidence. Il était dans la confidence de l'opération, mais il ne savait pas plus que d'ailleurs que l'armée israélienne aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans la cargaison de ce bateau Clause C. On ne sait pas encore précisément, j'ai lu des informations dans les journaux aujourd'hui. Pourtant, il est suivi depuis la Syrie. Il est suivi, mais on n'a pas encore vidé la cargaison, donc on ne sait pas vraiment précisément. J'ai lu des informations contradictoires dans la presse israélienne, notamment, c'est assez rigolo, on dit qu'il y a des missiles M203, et dans un autre journal, on écrit M302, une fois ils ont une portée de 90 km, une fois ils ont une portée de 190 km. Oui, on a vu les deux distances, c'est vrai que c'est pas pareil. Alors, moi, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans ce bateau, et une fois qu'il sera Eilat, les caisses vont être ouvertes, vont être inspectées, tout va être devant les caméras, mis à vous pensez jour, que ça va être fait devant les en caméras. spectacle? Et Benjamin Netanyahu a promis des preuves. Les Iraniens ont dit c'est pas nous. Il a dit vous verrez, on aura les preuves samedi. Donc on attend de voir. Mais c'est vrai que pour le moment, si c'était vraiment une opération de com, c'était mal organisé puisqu'on ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a dans le navire. Ça se trouve il y a pas grand-chose. Pour le moment, on a parlé de 50 roquettes parce que les soldats ont ouvert un container à la scie à métaux pour voir à peu près qu'est-ce qu'il y avait, si effectivement il y a des armes. On voit les images, c'est un gros missile quand même. Hein, oui, c'est gros, mais il paraît que la charge est peut-être plus importante, mais la portée est à peu près identique, donc on ne sait pas vraiment. Alors, il y a une autre question qu'on peut se poser, c'est la question des relations avec les négociations sur le nucléaire iranien. Alors, pas la face émergée des négociations, mais la face immergée, c'est-à-dire les relations, les discussions secrètes entamées par les Américains avec les Iraniens dès mars de l'année dernière, donc du temps même d'Ahmadinejad, avant même l'arrivée de Rouhani au pouvoir. Et donc, est-ce que dans ces négociations, il y a une clause secrète concernant le désarmement des alliés de l'Iran, donc les alliés palestiniens, donc le djihad, et puis le Hezbollah libanais. Alors, est-ce qu'il y avait une clause secrète concernant cet aspect-là? Dans ce cas-là, la négociation, ce qui a été négocié aurait été trahi, bafoué par les Iraniens? Ou est-ce que, comme on l'a vu publiquement et comme s'en sont inquiétés un certain nombre d'observateurs, les Américains ont voulu circonscrire la négociation uniquement au nucléaire en laissant les Iraniens continuer leurs activités terroristes, puisque c'est un État qui soutient des activités terroristes. C'est un peu comme l'histoire de la grenouille et du scorpion, quoi. Ils sont, même s'ils affichent un sourire aujourd'hui, c'est contre nature pour l'Iran, à votre avis, Michel Topman, d'aller
contre finalement le soutien d'organisations terroristes. Ça existera toujours ? Non, ça, l'organisation qui a monté, l'organisation iranienne qui monte ces opérations, c'est l'organisation Al-Quds. Et ça, c'est une branche des gardiens de la Révolution qui est une branche d'intervention à l'extérieur. Elle a été fondée donc au début de la Révolution, en 79, et elle a pour mission de répandre la révolution, entre guillemets, islamique, entre parenthèses, je traduis le terrorisme, à l'extérieur du territoire iranien. Et ça, c'est quelque chose de fondamental pour le régime islamique. Et cette organisation a perpétré des attentats ou a aidé des organisations comme le Hezbollah à perpétrer des attentats. On en a parlé sur I24 News, notamment en Argentine. Cette organisation a donc ça permis... continue, Rouhani ou pas? Ah oui, ils ont organisé des attentats aussi contre des opposants à Vienne, à Berlin, etc. dans les années 90. Donc, alors, que cela continue sous Rouhani n'est pas étonnant, puisque c'est le même État qui continue. Mais cela ne veut pas dire que le gouvernement iranien n'est pas en train de négocier sérieusement sur le nucléaire, car je crois que des deux côtés, les questions sont déconnectées. Du côté des Occidentaux, il n'a jamais été question de dire on négocie sur le nucléaire et on lève les sanctions à condition que vous arrêtiez votre soutien au terrorisme, ou à condition que vous deveniez plus souriant, plus aimable avec Israël. Et du côté iranien, il n'est pas question de cesser, même si les négociations aboutissaient au désarmement nucléaire, il n'a jamais été question du côté iranien de cesser leur hostilité à Israël et de cesser de lutter contre Israël avec des moyens au moins conventionnels. Oui, mais Michel, il y a quand même des points d'ombre dans ce dossier. Je voudrais en soulever un. Est-ce que l'Iran a besoin de la Syrie pour envoyer des armes à destination du djihad ou du Hamas? Parce que ces missiles, ils sont syriens, de fabrication syrienne. Est-ce que ce n'est pas là une opération de maquillage, finalement? Ils ont été pris la main dans le sac, oui, peut-être. Mais enfin, il faut imaginer que c'est parti de Syrie, c'est passé par l'Irak. Là, en Irak, on les a emballés, on les a mis dans des caisses avec des sacs de béton et de sable made in Iran. De là, ils sont partis. C'est un peu maladroit quand même. Ils sont partis en Iran. De l'Iran, ils devaient partir jusqu'au Soudan. Donc, c'est quand même complexe. On se demande vraiment si le trajet, ce détour, avait une raison d'être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est possible. Parce que ce qui est surprenant, c'est que les services de renseignement israéliens ont été alertés très vite parce qu'ils ont remarqué qu'il y avait en fait un mouvement d'est en ouest et après d'ouest en est. C'est-à-dire qu'on s'attendait, on surveillait surtout un transfert d'armes iranien vers la Syrie et ils ont remarqué qu'il y avait des mouvements de Syrie vers l'Iran. Donc c'est ça qui a éveillé leur attention et c'est ça qui les a mis sur la piste. Alors cette piste, maintenant, il faut l'expliquer, il faut la contrôler et l'expliquer pourquoi la Syrie à destination de l'autorité palestinienne ou du djihad. Ça, c'est le grand point d'interrogation. Il faudra que le gouvernement israélien apporte des réponses et nous apporte des documents pour nous expliquer pourquoi cette filière. Vous pensez que le lien Iran-djihad islamique n'est pas suffisant pour expliquer finalement c'est vrai que quand un crime est signé comme ça et qu'on met... Là, il y a tout, il y a toutes les preuves. Alors après, ça peut être aussi une faction du régime iranien qui a envie de faire capoter l'offensive, je dirais, de charme de Rouhani à l'égard de l'Occident, et notamment les négociations sur le nucléaire. Alors, on peut dire qu'ils ne vont pas y parvenir, on peut dire que c'est maladroit, mais en tout cas, ce sont des choses qui sont envisageables. En tout cas, Maurice a raison, il faut d'abord que nous ayons toutes les informations. Ce qui est clair, c'est que ce n'est pas une opération des Israéliens, ce n'est pas les Israéliens qui ont armé le bateau, c'est un bateau qui vient de la part d'ennemis d'Israël. Quels sont ces ennemis ? Alors, l'armée nous promet de nous apporter les preuves de l'application des gardiens de la Révolution dans ce... Bon, à part ça, c'est vrai qu'il y a de grandes raisons de croire les informations venant de l'armée israélienne, dans les grandes lignes. Et quand ils disent c'est les Iraniens, ils ont certainement raison, ce sont les Iraniens, mais quels Iraniens? Et puis par où? Et comment? Et voilà, tout ça est assez compliqué quand même. Et c'est vrai que nous manquons encore d'informations. Le stock que vont trouver, qu'on va débarquer, ça donnera une idée si c'est le gouvernement iranien ou peut-être une petite tentative d'une faction. Et je crois qu'il faut effectivement aussi vérifier quel est le rôle du Hezbollah dans cette affaire. Parce que c'est pas non plus... c'est pas évident. On s'attendait toujours, on surveillait toujours des trafics d'armes syriennes au Liban pour armer le Hezbollah de manière à ce que Assad puisse préserver quelque chose. Et là, on se retrouve dans le sens inverse. Et est-ce que finalement ces missiles n'étaient pas destinés au Hezbollah? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils devaient passer par le Sinaï et du Sinaï reprendre en Méditerranée pour arriver au Liban. Je ne sais pas. Personne ne sait. Est-ce que vous n'êtes pas étonné aussi du fait qu'on fabrique encore des missiles en Syrie? Parce que ça aussi, c'est une question quand même. C'est un pays qu'on dit... ce ne sont pas apparemment, ce ne sont pas des armes chimiques. Donc le régime syrien n'a plus le droit de fabriquer des armes chimiques, mais il a le droit de faire tout ce
qu'il veut par ailleurs. Donc c'est un peu... Non, mais ça veut dire que les limite. manufactures d'armes en Syrie fonctionnent encore. C'est quand même quelque chose pour se permettre d'exporter. Oui, bien sûr, c'est la limite. On peut parler d'une industrie. C'est intéressant. Oui, c'est une bonne question. Ouais. C'est une bonne question. Je ne pense pas que ce soit des missiles de facture récente. Il faut dire que l'opération a pris plusieurs mois. On n'a pas fait ça en 2 jours. Ça fait déjà plusieurs mois que les services de renseignement israéliens sont montés sur cette affaire. Et ils estiment que c'est la première livraison qui a été faite. Maintenant, le problème dans ce genre d'affaires, lorsqu'on démantèle un réseau, on a repéré le détour comme ça par la mer Rouge, c'est que la partie adverse va chercher une autre voie maintenant. Donc maintenant, les services de renseignement sont devant un nouveau défi, c'est surveiller pour savoir si finalement il n'y aurait pas d'autres filières qui permettraient malgré tout de contourner les services de renseignement israéliens. Ah ben voilà, ce sera peut-être la prochaine affaire qu'on nous révélera. Merci Maurice Ifergan, merci Michel Tobman pour cette analyse. Donc on en reparle évidemment sur Act 24 News puisque le bateau, je vous le rappelle, arrive samedi dans le port d'Eilat et qu'il y aura sans doute de nouvelles images. Dans un instant, l'invité du Grand Direct, invité exceptionnel, le président du Parlement européen qui a répondu à une interview exclusive.